À la une ce soir, le nouveau centre hospitalier de Pointe-à-Pitre-Abîme. Les principales entreprises de construction ont été présentées à la presse. Un chantier qui débutera en janvier 2019 et qui nécessitera un important recrutement de main-d'œuvre locale. Et les avocats de Guadeloupe n'en ont pas fini avec la présidente de la Chambre des appels correctionnels. Ils ont provoqué un véritable vacarme ce matin à son audience à la Cour de Basse-Terre. Ils réclament désormais son éviction à la présidence. Et c'est aujourd'hui que le nouveau contrôle technique est entré en vigueur. Quels sont les changements, les nouveaux points soumis à contre-visite? Nous verrons comment les automobilistes guadeloupéens se sont préparés à cette nouvelle réglementation qui est plus sévère et surtout plus chère. Et puis ce mois de mai, mois des mémoires, la ville de Sainte-Anne a lancé un atelier de recherche généalogique avec les archives départementales. Une quête de sens, une démarche à faire seule ou en famille. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Implanté sur un nouveau site aux Abîmes à proximité de l'aéroport, le projet de construction du nouveau centre hospitalier a été présenté ce matin à la presse, et ce en présence des principales entreprises de construction, soit la multinationale Pizzarotti et le groupe de BTP dirigé par Jacques Gadarcan. Un chantier colossal qui devrait générer, assure-t-on, d'importantes retombées économiques. Reportage Linda Kayarzi. Le futur CHU sera le plus important bâtiment jamais construit en Guadeloupe. On est aujourd'hui à une étape essentielle et fondamentale de ce projet qui a déjà commencé depuis 2 ans. Mais aujourd'hui, nous souhaiterions présenter les acteurs de cette phase d'exécution réelle des travaux de ce nouveau CHU. Coût du chantier, près de 580 millions d'euros. Le financement est assuré totalement par l'État. Quant au marché de la construction, il se veut collaboratif à l'échelle locale et internationale. En ce qui concerne les gros œuvres sera réalisé en direct par Pizzarotti, environ la moitié des travaux, et Sotradom l'autre moitié. Donc on va dire pas de problème. Par contre, dans les choix des sous-traitants, notamment les sous-traitants des lots techniques, de la charpente, des fondations spéciales, c'est-à-dire les lots qui sont un peu plus délicats point de vue technique, on fera beaucoup attention à faire les bons choix pour respecter nos engagements contractuels. En tant qu'entreprise locale, pour nous, effectivement, c'est primordial de pouvoir effectivement participer, de pouvoir aiguiller et de pouvoir effectivement embaucher le maximum de Guadeloupéens pour participer à ce marché qui se passe en Guadeloupe. Donc pour nous, effectivement, c'est une priorité absolue. L'objectif donc, réaliser un ouvrage de qualité aux retombées économiques et sociales. Ceux qui aussi ont envie de se lancer, je dirais, dans le monde de l'entreprise en bâtiment, eh bien, ils pourront être embauchés puisqu'il est prévu qu'il y ait une antenne de Pôle emploi sur le site. Un tel ouvrage, un tel investissement de plus de 200 millions pour le gros œuvre, je crois que c'est important de se dire que nous aurons aussi des retombées sur le plan économique. Après une intense période de préparation et d'organisation, le chantier proprement dit devrait démarrer en janvier 2019. Délai des travaux hors intempéries, 51 mois. Ils l'avaient annoncé et ils l'ont fait. Les avocats de Guadeloupe ont fortement perturbé ce matin l'audience de la présidente de la Chambre des appels correctionnels à la Cour de Basse-Terre. Ils ont provoqué un grand vacarme pour protester contre l'humiliation infligée selon eux par la magistrate lors du procès Equinox. Ils estiment aujourd'hui qu'elle ne peut plus siéger. On écoute d'ailleurs la réaction de Maître Ezelin, interrogée par Anne-Elisabeth Arsen et par Moïse Dexter. Nous avions dit que nous prendrions des mesures pour nous assurer qu'elle ne préside plus parce que nous avons considéré qu'elle s'était disqualifiée en violant aussi massivement les droits de la défense. C'est pour cela que nous sommes venus aujourd'hui lui signifier en face que nous ne souhaitons pas qu'elle continue à présider l'audience de la Chambre des appels correctionnels. Il y aurait eu un autre magistrat président, il n'y aurait pas eu de problème. Mais c'est notre revendication qu'elle ne soit plus présidente de la Chambre des appels correctionnels. Et on l'a trouvé là ce matin, donc nous nous sommes manifestés pour dire que l'audience ne se tiendra pas parce que nous estimons que nos paroles et nos engagements ont de la valeur et nous avons tout mis en œuvre pour que l'audience ne se tienne pas. Donc vous avez vu, les confrères sont mobilisés, sont dans la salle d'audience. Et ils font en sorte que l'audience ne se tienne pas. Nous ne souhaitons pas qu'elle continue à présider une chambre correctionnelle. Donc nous continuons malgré tout, puisque nous l'avions déjà annoncé, le blocage de la cour d'assises, puisque c'est sur session que fonctionne la cour d'assises, donc la session sera bloquée.
Et également, le bâtonnier maintient la suspension des désignations d'office qu'il a faites tant pour le juge des enfants que pour les commissions d'office, que pour les comparutions immédiates et également pour ce qu'on appelle les hospitalisations d'office. Et puis le Conseil national des barreaux a indiqué par communiqué soutenir l'action justement du barreau de la Guadeloupe qui est toujours mobilisé. Ce mardi 22 mai a été l'occasion pour une bonne partie des fonctionnaires guyanais d'exprimer leur ras-le-bol face aux nouvelles mesures annoncées par le gouvernement. Un mardi noir largement suivi à Cayenne. Reportage Pierre Tréfaux. Suite à l'appel de l'intersyndicale pour dénoncer les conditions de travail dans les services publics, les professeurs, médecins ainsi que l'ensemble des salariés de la fonction publique ont fait front commun ce matin devant la préfecture. Les écoles de Matoury étaient fermées en soutien à la mobilisation. 1 an après les accords de Guyane, le bilan reste mitigé, notamment dans l'éducation. Il manque des établissements et on ne sait pas, on ne connaît pas le plan de projection qu'il y a pour les communes. Parce que dans le plan d'urgence pour les accords de Guyane qui a été accordé, qui a été acté, mais là aussi on nous parle de construction scolaire, de 500 salles de classe et on ne sait toujours pas comment vont se décliner ces 500 salles de classe. Alors qu'il manque très bien des écoles au niveau du premier degré, tout simplement. Le développement des missions de service public par la création d'emplois statutaires, le gel du point d'indice et sa revalorisation, l'abrogation de la journée de carence et la compensation de la CSG restent les principales revendications de l'intersyndicale. Les conditions de travail du personnel du service public est vraiment exécrable. Donc nous allons nous mobiliser, nous allons faire comprendre à tout ce personnel et à la population, car ce combat-là doit se faire aussi avec la population pour dire non à ce gouvernement, non à la suppression d'emplois dans le service public. Des représentants syndicaux ont été reçus à 10h30 par le directeur de cabinet du préfet, afin de comprendre la position du gouvernement. Le directeur de cabinet du préfet nous annonce que le préfet est lui aussi, à chaque fois qu'il va à Paris, obligé de batailler pour faire en sorte qu'il ne perde pas des moyens, qu'il obtienne les budgets promis ou actés, et que c'est toujours très compliqué. Et donc, quelque part, le cabinet de la préfecture nous soutient dans l'idée que nous, organisations syndicales, nous, fonctionnaires, devons être aux côtés des usagers, de la population, si l'on veut obtenir des moyens de l'État pour envisager un réel développement de la Guyane. L'intersyndicale veut se réunir rapidement pour faire remonter leurs revendications et établir un rapport de force avec le gouvernement pour mieux se faire entendre. Et puis c'est aujourd'hui que les Martiniquais ont célébré leur 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. À l'île Sœur, certains habitants mettent un point d'honneur à commémorer ce jour. Ils organisent de grandes fêtes chez eux, où les danses traditionnelles rythment la journée. Nos confrères d'ATV Martinique ont d'ailleurs assisté à l'une de ces fêtes où plus de 100 personnes ont répondu à l'appel. Alizé Lutran, Michelet François. C'est niché sur les hauteurs de Sainte-Luce, dans sa villa créole, que depuis 10 ans, Maryse organise son incontournable fête du 22 mai. Chacun séparé de ses plus beaux atours, tout en couleur et en tradition. Pour beaucoup, Maryse est une institution. Tambour kaoulé. Voilà, musique, convivialité, tradition. C'est bien ce qu'elle fait, il y a des gens qui n'aiment pas, les voisins notamment, mais moi je trouve qu'elle a pris une bonne initiative. De toute manière, il faut des personnes comme ça pour remémorer en fait le 22 mai qui est quand même un jour important. Une journée au rythme des chants et danses traditionnelles. Pour la première fois cette année, un atelier marée-tête est proposé aux invités. Jocelyne est venue tout spécialement de Fort-de-France. C'est la première fois que je me fais marée-tête, voilà. Et puis revoir tout ce qui est ancien avec les tenues traditionnelles qui nous rappellent un petit peu l'époque. Cet atelier, c'est Emmanuel qui en a eu l'idée pour ne pas laisser perdre cette tradition.
Le Maré-Tête, en filigrane, raconte l'histoire du combat des femmes contre l'esclavage, pour la lutte pour leur droit à l'humanité, leur droit d'exister. Et je trouve que c'est tout à fait normal, en fait, dans ce genre d'événement, de présenter le Maré-Tête, parce que c'est vraiment, en fait, une façon dissidente de lutter contre un système qui a cherché à les oppresser. Aujourd'hui, ce devoir de mémoire, tous sont venus le partager entre amis et en famille. Mais la fête aurait pu ne jamais avoir lieu. Depuis plusieurs années, Maryse a entamé un bras de fer avec le maire qui lui reproche de créer des nuisances sonores. Mais pour elle, le 22 mai, c'est sacré. Je continue mes festivités du 22 mai. Mon mur anti-bruit a toujours été. Donc, pour le moment, je vous dis quelque chose, ça se passe assez bien avec lui. Au niveau des voisins, je n'ai pas encore été importunée. Donc, on verra pour après, on verra, le futur nous le dira. La joyeuse troupe continuera de célébrer l'abolition de l'esclavage dans la bonne humeur jusqu'au bout de la nuit. Le rendez-vous est déjà donné pour l'année prochaine. Et puis ce mardi 22 mai était aussi un jour important pour des milliers de lycéens. Leurs affectations formulées il y a quelques mois sur le site Parcoursup ont été dévoilées ce matin sur le site. Le futur étudiant dispose désormais d'un délai d'1 semaine pour confirmer ses choix. Que faire si on se sent perdu? Linda Kayarsi nous explique tout. Mode d'emploi en vidéo. Sur Parcoursup, les candidats auront une réponse à chacun de leurs vœux et pour la première fois cette année, ils ne devront plus attendre pour recevoir des propositions d'admission. Chaque fois qu'un candidat fera son choix, il libérera des places qui sont immédiatement proposées à d'autres candidats. Chaque jour, de nouveaux candidats auront donc de nouvelles propositions. Les académies sont pleinement mobilisées pour accompagner chacun des 810 957 candidats inscrits sur Parcoursup et appréhender la rentrée étudiante avec sérénité, soit 6 577 candidats inscrits dans l'Académie de Guadeloupe. Pour que les candidats qui, comme chaque année, n'ont demandé que des filières sélectives et essuient des refus, une commission placée sous l'autorité du recteur, la commission d'accès à l'enseignement supérieur de Guadeloupe, sera ouverte dès le 22 mai. Elle accompagnera les candidats pour leur faire de nouvelles propositions au plus proche de leurs choix initiaux. Dès le lendemain des résultats du baccalauréat, la commission pourra également prendre en charge les candidats qui n'ont pas de proposition d'admission et qui souhaitent accéder à l'enseignement supérieur. Cette commission permet également aux candidats qui justifient d'une situation exceptionnelle, situation de handicap par exemple, de solliciter le réexamen de leur candidature. Au sein de l'Académie de la Guadeloupe, 194 places sont restées vacantes cette année. 60 places ont été créées dans les filières les plus demandées pour la rentrée prochaine. Et puis restez sur ATV Guadeloupe. Dans quelques minutes, retour sur l'épopée d'Elgrès avec les habitants de Mintouba. Et puis nous recevrons notre invité, Nelson Foy, dont l'œuvre cinématographique vient d'être soutenue par la région Guadeloupe ainsi que d'autres lauréats. Ça y est, c'est aujourd'hui que le nouveau contrôle technique est entré en vigueur en Guadeloupe et sur l'ensemble du territoire national. Quels sont les changements, les nouveaux points soumis à contre-visite? La réponse avec Yvan Lemar et Patrick Curie. Depuis ce matin, les logiciels et les différents appareils des centres de contrôle technique ont été mis à jour. Désormais, 133 points sont contrôlés, 610 défauts peuvent être constatés et 3 niveaux de sanctions entrent en vigueur. Défauts majeurs, défauts mineurs et défauts critiques. Donc, défaut majeur, le propriétaire du véhicule aura 2 mois pour réparer. Critique, il aura 24 heures pour réparer. Mineur, il pourra circuler et aura son contrôle validé sur 2 ans. Avec ces nouvelles règles, la durée des contrôles va augmenter. Le contrôle, on le faisait en 35-40 minutes. Là maintenant, il faut compter au moins 1 heure et la contre-visite, une contre-visite simple, si c'est que du visuel, ça mettra quoi, 20 minutes. Mais si c'est une contre-visite complète, ça sera 30 minutes. Voire plus. Autre changement, la procédure de contre-visite qui sera systématiquement payante. Une demande d'autorisation par le biais de l'informatique pour une contre-visite. Le dossier sera transmis à l'OTC, récupéré par la préfecture, la carte grise, donc ça sera un dossier enregistré. Un dossier enregistré, bon, mais si après il est refusé, on sera obligé de procéder à une autre contre-visite sur la contre-visite. Des frais supplémentaires qui
aurait pu exister à l'époque, mais commercialement parlant, tout simplement, personne ne l'appliquait. Mais maintenant, avec la nouvelle réglementation, on sera obligé. Côté prix, comptez 90 € en moyenne pour un contrôle technique et une quarantaine d'euros en moyenne pour une contre-visite. Et place maintenant à une page culture et patrimoine. La ville de Sainte-Anne offre la possibilité à ses habitants d'en savoir davantage sur leurs ancêtres. Un atelier de recherche généalogique a été lancé grâce à la mise à disposition des archives départementales dans le hall de la mairie. Je vous propose d'ailleurs d'écouter les précisions du directeur des archives départementales interrogé par Yvan Lemar et Patrick Curé. C'est un petit peu sensibiliser à la recherche généalogique et à répondre un petit peu aux attentes de nos administrés qui souvent viennent au service demander des informations sur leur origine, pour pouvoir avoir des actes de notoriété, pour obtenir un certain nombre d'informations sur leurs ancêtres, leurs parents. Et donc nous détenons les registres des nouveaux libres qui est de 1848 et ainsi qu'un certain nombre de registres jusqu'aux années 1960. Donc comme ça nous permet de répondre aux attentes des administrés, surtout quand ils ont besoin de faire des documents administratifs et pour le terrain, pour les transmissions de biens et tout cela. Alors, les ateliers de ce matin, qu'est-ce qui était proposé concrètement aux participants? Ce matin, c'était une sensibilisation, comme je disais tout à l'heure. C'était pour permettre aux gens d'aller sur les sites comme le site Enchoucage ou le site des archives départementales qui proposait de retrouver un petit peu les ancêtres, les premières personnes qui ont donné nom, qui ont pris nom en Guadeloupe et qui avaient envie des gens qui ont envie de connaître un petit peu qui étaient leurs premiers parents, leur origine, un petit peu pour partir dans leur histoire, pour faire un cheminement dans leur histoire. Et puis histoire toujours, le 28 mai 1802, Louis Delgrès et ses 300 compagnons, se voyant perdus, décident de se suicider à l'explosif dans leur refuge de l'habitation d'Anglemont à Matouba, vivre libre ou mourir. Quelle trace a laissé cette devise révolutionnaire, notamment chez ceux qui vivent à proximité de ce haut lieu historique? C'est ce que vous propose de découvrir Anne-Elisabeth Artsen et Moïse Dexter. Vivre libre ou mourir, c'est avec cette devise révolutionnaire que Louis Delgrès et ses compagnons sont entrés dans l'histoire guadeloupéenne à Matouba. C'est un peu le sacrifice qu'il a fait avec ses hommes et il s'est réfugié justement à Saint-Claude là et il a préféré justement faire ce sacrifice au lieu de se rendre en fin de compte. Donc c'était un peu sa force soit quelque part. Pour ma part, c'est quand même un honneur quelque part. Donc je pense que c'est quelque chose qui doit rester en mémoire, qu'il a fait quand même ce sacrifice au lieu de se rendre en fin de compte. Ça c'est opinion, ouais. Et là où on affronte une nation comme la France, il n'est pas bon. Donc pas affronter de face à face. Pour moi c'est affronter en guérilla. Si on était parti en montagne là, et marronné, et affronter les Français petit à petit, il était fait choix. Mais c'est monsieur, chapé, il a suicidé. Moi personnellement pas la comme ça. Ça c'est opinion, ouais. Mais t'es pas historien. Mais moi c'est ça qui est fait. Si chaque année Saint-Claude contribue à ce devoir de mémoire, pour certains, ce n'est pas suffisant. J'ai appris l'histoire de Louis Delgrès il y a des années. Et malheureusement je ne me rappelle plus trop de l'histoire. Donc on peut dire que ça n'a pas beaucoup été mis en valeur. Donc je pense que la ville de Saint-Claude devrait plus valoriser l'histoire de Louis Delgrès afin que même des jeunes comme moi puissent connaître bien son histoire et tous les résidents de la ville. Il a fait tout ça pour délivrer le peuple, pour nous en sortir. Mais ce qui me déçoit, c'est que malgré il y a eu beaucoup de personnes qui se sont battues pour nous, et surtout nous les Noirs, je vois rien que ce que nous on fait maintenant, nous les jeunes de nos jours. On détruit. Au lieu qu'on apporte, on continue à grandir ce que les ancêtres ont fait pour nous. Colonel d'infanterie et abolitionniste, il est aussi connu pour la proclamation anti-esclavagiste, signant son nom le 10 mai 1802. Qu'il soit adulé ou critiqué, le suicide de Louis Delgrès et ses 300 compagnons, ce fameux 28 mai 1802, nourrit encore un important travail historique.
Et puis régulièrement, nous choisissons de mettre en lumière un talent de Guadeloupe. Ce soir, nos projecteurs se sont rivés sur un jeune réalisateur dont le dernier court-métrage vient d'obtenir une belle enveloppe de la région Guadeloupe afin de soutenir la créativité cinématographique locale. Nelson Foy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors, vous n'avez pas été le seul réalisateur à être encouragé à bénéficier de ce fonds d'aide de la région. 4 autres lauréats verront leur projet éclore grâce au soutien de la région par le biais du protocole d'accord signé avec le groupe Canal+ Antilles, ce qui n'est pas rien. Une cérémonie était organisée ce matin au Memorial Act. On regarde le reportage d'Yvan Lemar et de Patrick Curie. Cette année, 5 lauréats pourront bénéficier du protocole d'accord pour le soutien à la production audiovisuelle en Guadeloupe. C'est un fonds global de 200 000 € et avec un plafond pour les courts-métrages de 60 000 € et pour les documentaires de 40 000 €. En plus de l'aspect financier, les lauréats pourront bénéficier d'un large programme de diffusion. En plus de l'argent, parce que l'argent c'est quand même très important, c'est toujours un peu le nerf de la guerre dans l'audiovisuel et la production, mais on va leur offrir surtout la plus forte exposition qu'on est capable de leur offrir. Sur notre antenne et sur notre chaîne vitrine qui est la chaîne Canal+, leurs projets, leurs documentaires seront diffusés sur une heure de grande écoute pour pouvoir adresser tous nos abonnés. On parle sur la simple zone des Caraïbes, plus de 1 million de téléspectateurs potentiels. Et la particularité, c'est qu'on va aussi le diffuser sur notre canal Outre-mer, qui est le canal événementiel, qui est lui disponible au-delà des Caraïbes. Et aussi disponible sur MyCanal, qui est notre service qui permet d'accéder à distance à ces contenus via un smartphone, une tablette, un ordinateur. Voilà, donc vraiment une exposition la plus large et la plus forte possible. Les courts-métrages Timounao de Nelson Foy et Teddy de Richard Scott Tamar, les films Ivani d'Éric Nadeau et Énergie insulaire de Pierre Dahomey, mais aussi le documentaire Marie-Galante, La marche de l'intime de Philippe Urgon sont les projets sélectionnés cette année. L'apport Canal+ et Région nous permet de mettre le pied à l'étrier. C'est vraiment l'expression qu'il faut consacrer. C'est une manière d'initier. Alors c'est sûr que l'aide qui est portée ne va couvrir que 20% du budget, mais fort de cette première aide, nous nous sentons renforcés dans notre démarche d'aller vers d'autres partenaires pour chercher des aides financières. C'est une chance pour mon projet, puisque bon voilà, au-delà du fait qu'il sera coproduit, on a aussi un espace de diffusion. Et je pense que pour un réalisateur du territoire, c'est pas dénué de sens. Ça rassure pour la suite du projet. Un nouvel appel à projet pour l'année 2018 a été lancé aujourd'hui. La fin des inscriptions est prévue le 1er septembre. Un court-métrage cofinancé par la région, diffusé prochainement sur Canal+. Quel a été votre parcours pour arriver là? J'ai commencé par un BTS audiovisuel image à Saint-Denis. Et puis ensuite, j'ai très vite commencé à faire mes projets seul. Et donc on a commencé par le clip avec un cousin à moi, Warren Vrekor. Et du coup, on faisait du clip parce que c'est la manière la plus simple de faire les choses seul dans un premier temps. Et de se faire la main au niveau de l'image et au niveau des tournages qui sont sous forme un peu miniature par rapport à une fiction. Et ensuite, j'ai commencé à écrire un long métrage que j'ai essayé de faire produire, c'était trop tôt. Du coup, je suis retourné au départ et j'ai commencé à écrire des courts-métrages. Et donc, j'ai autoproduit mon premier court-métrage, L'Enfant seul, qui était passé à prix de cours, et un deuxième qui s'appelait 5 minutes 20. Et là, du coup, j'en ai écrit un que j'ai fait produire par la société Zion Film, toute jeune société. Nelson Foy, ce prix, enfin, c'est pas un prix, mais d'arriver à avoir un court-métrage quand même qui est financé par la région, également par Canal+, et qui sera diffusé sur Canal+ Antilles. J'imagine qu'on vous a déjà posé cette question. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça représente beaucoup parce que c'est une chance en fait qu'on nous laisse. C'est-à-dire que dans ce milieu qui est réputé pour être assez cadenassé, parce que les personnes comme moi, on va dire plutôt jeunes réalisateurs, demandent, c'est qu'on leur laisse leur chance en fait. La chance de prouver ce qu'ils sont capables de faire. Et c'est ça le plus dur. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir prouver qu'on est fait pour ça et on va le faire. Ce soutien régional, vous l'avez eu pour ce court-métrage, Timounao, un court-métrage qui est en cours d'élaboration. C'est un projet. De quoi va-t-il parler? Ça parle d'un jeune Guadeloupéen en perdition
dealer dans son quartier et qui un jour entend du bruit sur son palier et trouve un landau avec un bébé et l'inscription Timouna au-dessus. Qu'est-ce que veut dire ce court-métrage? Il s'agit d'un court-métrage, donc un film d'une petite durée de 22 minutes, celui-ci? Voilà, c'est ça à peu près. Estimé, bien sûr, parce que pour l'instant le film n'est pas fait. Ce que ça veut dire, c'est que ça parle d'un sujet qui est très central, on va dire, aux Antilles, qui est la paternité, le rapport à l'enfant, etc. Et vous aviez un message à faire passer à travers, enfin, vous avez un message à faire passer à travers ce court-métrage, parce que c'est la Guadeloupe qui vous a inspiré, visiblement. Oui, bien sûr. Mais il n'y a pas que la Guadeloupe. Je pense que c'est aussi toute la jeunesse, même pas que guadeloupéenne ou que antillaise, même si ce court-métrage prend tout son sens, en fait, dans notre bassin, en fait, dans l'arc antillais. On sait qu'il y a beaucoup de familles monoparentales, il y a beaucoup de problèmes comme ça. Et forcément, le cinéma, c'est un moyen d'expression. Donc, forcément, on fait passer des messages. Maintenant, je ne suis pas un donneur de leçons ou quoi que ce soit. On ne montre personne du doigt, on met juste en relief des choses qui nous tiennent à cœur, quoi. Quel regard portez-vous sur le cinéma guadeloupéen? Vous avez fait vos classes en région parisienne. Donc, votre premier court-métrage a été réalisé en France hexagonale. Là, vous arrivez en Guadeloupe, vous allez travailler avec des acteurs d'ici, des acteurs locaux. C'est l'une des conditions d'ailleurs pour pouvoir recevoir ce financement. Donnez-nous votre positionnement là-dessus. C'est très intéressant parce qu'en fait, la Guadeloupe, c'est un peu, on va dire, c'est un peu le Far West, il y a un peu tout à faire. Même s'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais aujourd'hui, on sent qu'on est dans une dynamique, en fait. Quelque chose qui est en train de se passer, il y a des nouvelles générations qui arrivent. Il y a des jeunes qui montent des boîtes de prod, comme Yannick Rosine avec Zayan Film. Il y a des associations qui se montent pour aider les jeunes à écrire, comme Scripto Caribe, de Séverine Gims, tout ça. Et donc, on est en train d'essayer de regrouper tout le monde, en fait, et d'arrêter de s'éclater, en fait, dans tous les sens. Ce cinéma guadeloupéen doit-il trouver sa place dans le cinéma français ou plutôt se faire une place à part pour compter, j'ai envie de dire, au niveau international? C'est une bonne question, mais je pense qu'on a notre place à prendre dans le cinéma français, qui est l'une des plus grosses industries du cinéma et qu'il faut faire rayonner le cinéma caribéen à travers le cinéma français, pour moi. C'est mon avis sur la question, en tout cas. Nelson Foy, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Les talents de la Guadeloupe vont rayonner notre archipel à l'extérieur, mais aussi notre biodiversité. Vous savez, la Guadeloupe fait partie des 34 points chauds de la biodiversité mondiale, c'est-à-dire une zone géographique où l'on retrouve en quantité impressionnante des espèces qui n'existent nulle part ailleurs, mais qui sont aussi très menacées par l'activité humaine. Ce mardi célébrait la journée mondiale de la biodiversité. Exploitons-nous suffisamment ces atouts? C'est la question qu'ont posée Anne-Elisabeth Arsène et Moïse Dexter aux Guadeloupéens. On écoute leur réponse. Je pense que la Guadeloupe utilise bien sa biodiversité puisqu'on plante beaucoup. C'est vrai qu'avec les cyclones qui sont passés, on a eu des petits problèmes par rapport à l'agriculture, mais ça va reprendre. Je pense que c'est normal que la nature se refasse elle-même. Donc dans le futur, je pense que ça va aller mieux. Il faut manger des légumes de notre pays, quoi, au lieu d'aller acheter ailleurs. C'est normal. Je trouve que normalement, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en Guadeloupe, mais ces gens-là, ils laissent toutes les choses auparavant tomber. Je trouve que c'est pas normal. Oui, en grande partie. Je trouve qu'ils travaillent dessus, oui. C'est une bonne chose, très bonne chose, oui. Il y a des choses qui viennent plutôt de l'extérieur, plus ou moins. Plus ou moins. Mais en Guadeloupe, c'est pas suffisant. Est-ce qu'ils l'exploitent correctement? Je dirais oui, et en même temps non. Parce que les producteurs savent très bien qu'aujourd'hui, ils sont obligés de booster leurs produits pour avoir durant l'année une production raisonnable. Donc tout ça, c'est à couteau tranchant, quoi. Pour moi, il y a trop bébés dans le pays, il y a qu'à fuir. Mango, coco, bien on fait. Pour moi, c'est tout, hein. C'est ça qui rend nous solides. Parce que papa, moi, mort à 103 ans, et il n'a pas mangé ma boutique. Il n'a pas mangé ça la poule. Il n'a pas mangé cuisse à poule, il n'a pas mangé poulaille. Alors c'est ça nous avons mangé fouillé à peu. C'est ça nous avons mangé. Nous ne pouvons pas mettre du riz comme ça. Mais c'est ça qui a porté. C'est ça nous avons mangé. Papa nous a mangé ta dot.
Et puis c'est l'heure des informations pratiques maintenant. L'inspection générale a lancé un appel à témoins à toutes les personnes qui ont des informations sur une interpellation qui a été effectuée par des gendarmes le 11 mars dernier aux alentours de 22 h dans la zone de Dalsia à Bemao. Ils avaient interpellé un automobiliste qui a été tué d'ailleurs lors de cette interpellation. Toutes personnes ayant été témoins de ces événements sont appelées à contacter la gendarmerie. Et puis l'équipe de l'État. Et puis demain, les coupures d'eau concerneront les Saint-Anaires dès 18 h. Il n'y aura plus d'eau chez vous, avec un retour à la normale prévu à l'aube. L'équipe de l'établissement français du sang vous donnera rendez-vous demain au centre commercial Millénis des Abîmes, aux allées 24 et 25, en fin de journée à partir de 17 h 30. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce mardi 22 mai. Nous l'avons vu ce soir, le nouveau centre hospitalier de Pointe-à-Pitre-Abîme a été présenté à la presse, notamment les principales entreprises de construction qui étaient présentes à cette conférence. Un chantier qui débutera en janvier 2019 et qui nécessitera un important recrutement de main-d'œuvre locale. Et puis les avocats de Guadeloupe n'ont pas fini avec la présidente de la Chambre des appels correctionnels. Ils ont provoqué un véritable vacarme ce matin à son audience à la cour de Basse-Terre et réclament son éviction à la présidence. Et puis c'est aujourd'hui que le nouveau contrôle technique est entré en vigueur. Nous avons vu ce soir quels sont les principaux changements, les nouveaux points soumis à contre-visite et pour une réglementation qui s'annonce plus sévère et surtout plus chère. Et puis pour ce mois de mai, mois des mémoires, la ville de Sainte-Anne a lancé un atelier de recherche généalogique avec les archives départementales dans le hall de la mairie. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18 h 45.